Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la montée des violences meurtrières dans la région anglophone, le gouvernement privilégie le renforcement des opérations sécuritaires, là où l'opposition appelle à une négociation d'un cessez-le-feu et l'instauration de nouveaux dialogues plus inclusifs. Au-delà des frontières nationales, comment la crise anglophone va-t-elle susciter l'attention de la nouvelle administration Biden aux États-Unis, un pays très engagé dans la résolution de la crise anglophone au Cameroun? Vous suivrez dans ce journal des analystes politiques se prononcer sur l'arrivée de Joe Biden aux États-Unis et les futures relations bilatérales entre Yaoundé et Washington. Et au Cameroun, des populations sont sans abri, victimes de graves inondations à l'extrême nord du Cameroun. Les mesures prises jusqu'ici sont insuffisantes pour faire face à une crise humanitaire qui se dessine dans le septentrion. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le gouvernement privilégie, je vous le disais à l'instant, le renforcement du dispositif sécuritaire et l'accentuation sur la stratégie militaire. Pourtant, les exactions se multiplient, la violence meurtrière prend un coup important et inquiétant selon la communauté nationale et internationale. Mais le ministre de la Défense rendu à Kumba a déclaré une nouvelle guerre aux auteurs des actes de massacre des enfants dans cette partie de la région du sud-ouest. Évocation avec Dani Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Arrivé par hélicoptère à Buea dans le sud-ouest, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, et tous les chefs de différents corps de défense et de sécurité sont en route pour Kumba, localité où les 7 élèves de la Moda Francesca College ont été abattus le 24 octobre dernier. C'est en fait jeter la psychose dans les esprits, mener les enfants à ne pas aller à l'école, contraindre les parents à ne pas les envoyer à l'école. Et tout cela à la première richesse d'un pays, sa jeunesse. Certains disent le Cameroun de demain, moi je dis le Cameroun d'aujourd'hui. Et si nous avons une jeunesse privée d'éducation, privée d'instruction, qu'est-ce que ces jeunes vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Près de 48 heures après l'inhumation de ces âmes innocentes, Joseph Betty Assomo est à Kumba pour 2 missions. D'abord, le réconfort aux familles des enfants disparus. Nous voulons vous prier de recevoir nos condoléances. Vous les avez déjà reçus, vous ne les recevez jamais assez. Vous ne les recevrez jamais assez de la part des autres familles qui vous assistent. Ni de vos autorités administratives, municipales, politiques aussi. Dans la peau d'un parent, Joseph Betty Assomo mesure la douleur et toute la peine de perdre un enfant dont le seul péché était de se retrouver dans une école pour acquérir le savoir et des connaissances. Détruire l'avenir des enfants, la prendre en otage comme ils veulent le faire. Vous comprenez très bien que cela n'est pas tolérable par la nation, par les parents que vous êtes, bien que vous représentez, et encore moins par l'État. Joseph Betty Assomo est aussi là pour remobiliser, galvaniser et encourager les forces de défense et de sécurité, plus ou moins éprouvées par une guerre qui a déjà fait des centaines de morts d'entre les civils et les militaires, venus en compagnie des hauts gradés de la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Le ministre Joseph Betty Assomo fait surtout le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre pour la protection des populations vivant dans la peur de perdre leur vie ainsi que leurs biens dans le sud-ouest. Au général de brigade Ntungé Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, et le général de brigade aérienne Eba Benoît, commandant la 2e région militaire. Le haut commandement prescrit un renforcement du dispositif et des mesures sécuritaires contre toutes les bandes armées et assaillants qui ont décidé d'instaurer l'anarchie dans la République, en tuant innocents, détruisant infrastructures et porter atteinte à l'intégrité territoriale du Cameroun. Ceux qui ont pris les armes contre la République doivent être traqués jusque dans leur dernier retranchement, a conclu le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, au terme de cette visite de travail dans la région en crise du Sud-Ouest.
Au-delà des régions anglophones, l'insécurité dicte également sa loi dans une banlieue située dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Là-bas, les agressions et vols à main armée se multiplient de jour comme de nuit. L'absence d'éclairage public aggrave l'insécurité. Même les comités de vigilance peinent à juguler ce phénomène sans unité de police ou de gendarmerie dans une zone où les routes sont devenues impraticables depuis de nombreuses années en plein cœur de la cité capitale. C'est un grand reportage signé Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Quartier Ekié, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, l'insécurité est suspendue, telle une épée de Damoclès au-dessus des têtes. C'est au moins la 7e fois dont je suis victime des coups de vol, d'agression dans le quartier. Le plus récent, c'est il y a de cela quelques jours, exactement jeudi de la semaine passée. Je ressortais d'un deuil à Mimouman. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les populations dénoncent pêle-mêle les agressions et autres vols dont elles sont victimes au quotidien. En fait, nous, on travaille souvent dans la nuit, il n'y avait pas de problème. Mais cette fois-ci, il y a déjà les mauvais gars ici. On ne peut plus travailler dans la nuit, dans la zone ici. Nous ne sommes pas du tout en sécurité. Tant que la route est mauvaise, on est aussi en insécurité. Partout où tu ne parviens pas à rouler normalement, même un bandit peut surgir sur toi à tout moment pour te faire tout ce qu'il peut te faire. Une insécurité favorisée par le mauvais état de la route et l'absence d'éclairage public. Je suis enseignante au collège Mfanja. Donc j'ai vraiment de la peine le matin quand je me lève, quand je pense que je vais aborder cette route. Donc c'est un peu difficile. Je prie que l'État mette vraiment l'œil sur cette route parce que ça ne va pas. Je ne me sens pas en sécurité parce que la route d'abord dans nos sécurités. Il n'y a pas de lampadaire. Non seulement la route n'est pas bitumée. Vous le constatez vous-même, c'est-à-dire que les lampadaires sont allumés dans la journée, mais la nuit, c'est l'obscurité. C'est-à-dire que c'est plutôt le monde en l'envers. Le quartier devrait être éclairé la nuit. C'est-à-dire que c'est ce qui est logique. Et maintenant, donc, dans la journée, économiser l'énergie. C'est le chef du quartier qui a déployé la population tout récemment pour essayer de faire des petits travaux pour qu'elle soit un peu plus praticable comme elle est là. Mais sinon, elle était impraticable. Nous sommes obligés de sortir remplis de boue, parfois même aller s'échanger dans des lieux de service. Donc c'est un peu ce qu'on vit ici au quotidien. Pour faire face à cette insécurité grandissante, les populations sont organisées autour de leur chef pour mettre sur pied un comité de vigilance. L'idée de mettre un comité de vigilance vient déjà du fait que nous sommes tous au courant que le pays passe des moments difficiles. L'insécurité, on le vit un peu de partout. Donc c'était une manière pour nous les jeunes du quartier, mettre également notre quartier en sécurité ainsi que la population qui s'y trouve. Je vous dis, nous attrapons tout ce qui n'est pas bon et nous remettons à la police d'investiguer et de faire son travail. Notre problème, c'est seulement qu'il y ait de la paix et du calme, que les gens dorment en sécurité. Sauf que les résultats obtenus par le comité de vigilance ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Ils sont là, mais il faut encore beaucoup de renforts. Rien que l'auteur de France, eux seuls, ils ne peuvent rien. Oui, je souhaiterais beaucoup plus, surtout au niveau de la police, qu'ils essaient encore de faire la patrouille comme ils faisaient avant. S'ils faisaient encore la patrouille comme avant, c'est que les cas de vol, les coups d'agression sont un peu limités. C'est un comité de vigilance qui nécessite aussi quelques moyens, parce que les moyens ici, ce sont les ressources que je veux qualifier de ressources de la population. Et tout le monde ne consent pas ça de la même oreille. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi donner mes 1000 francs à la fin du mois alors que c'est utile à tout le monde. Dans notre zone ici, nous sommes l'un des rares comités de vigilance en fonction, et je dis bien depuis 2015. Il y a aussi que la moralité de certains membres laisse à désirer, tel que le regrette le sieur Kamga, victime de l'une de leurs bavures. J'ai été violenté d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont profité de cette occasion pour me soutirer mon argent, une somme de 25 000, ma montre de marque Diesel, ma chaîne, mon téléphone et la clé de mon véhicule. C'est une très bonne initiative, mais quand même, il faut juger la qualité des gens, il faut faire une étude. Il ne faut pas prendre des bandits pour qu'ils viennent encore mettre le quartier en mal. En tout état de cause, la seule volonté des populations ne suffit pas à apaiser les esprits. D'où le plaidoyer que mène le chef pour la création d'une unité de police ou de gendarmerie à Ekié. Nous avons déjà travaillé sur ce point où il y a un volontaire qui a son terrain
et dont le terrain est titré. Et lui, il s'est porté garant à nous donner un espace pour le poste de police. Ce que nous apporte peut-être un poste de police, c'est-à-dire que ça c'est déjà un avantage. En attendant, c'est le sauve qui peut. Chaque habitant s'organise à sa manière pour assurer sa propre sécurité, sous le regard presque impuissant du comité de vigilance, dont les moyens sont limités. C'est la mairie qui a la charge des comités de vigilance au niveau de l'entretien, lampes, torches choisibles, sifflets et autres petits nécessaires. Vous allez voir que ici chez moi, il y a de l'éclairage public. Pourquoi? Parce que c'est un problème de volonté humaine. Mais c'est normalement la mairie qui a la charge de l'éclairage public. Et puis, il y a quelques petites lanternes encore à ce niveau. Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 4, à la limite du très populaire quartier Kounou, et qui rêve grand. Mais le chemin qui mène à la réalisation de ce rêve est parsemé d'embûches. En dehors de l'insécurité qui dicte sa loi, l'accès aux services sociaux de base demeure un grand défi. Les efforts propres des populations ne suffisent pas. Regarde l'état de la route qu'on passe avec le corps d'un membre d'un grand type. Après ce grand reportage réalisé dans une banlieue du 4e arrondissement de Yaoundé, mettons le cap sur l'extrême nord du Cameroun, là où une catastrophe humanitaire se dessine. Une région frappée de plein fouet par de graves inondations. Plus de 500 familles sont désormais sans abri. Elles manquent cruellement de nourriture et de toit. Et les enfants sont exposés au risque de famine. Selon leurs parents, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles après avoir perdu leur maison dans ces graves inondations. C'est un reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidé. Des enfants qui se livrent à une partie de pêche dans la cour de leur maison. Des hommes dans une pirogue effectuent la traversée pour se rendre chez un voisin. Le fleuve Logone est sorti de son lit. Les eaux ont envahi des quartiers entiers, détruit maisons et plantations. C'est un paysage de désolation qui s'offre désormais aux populations des quartiers Madagascar, Babo, Nenga, dans le département du Logone et Chari, dans la région de l'extrême nord. Depuis le 2 novembre 2020, ces familles ont perdu sommeil, victimes des inondations. Les enfants ne vont plus à l'école. La situation est critique ici. Pour se mettre à l'abri des intempéries, pour survivre, il faut utiliser les moyens du bord. Pour construire des tentes de fortune grâce à des bouts de tissu et des piquets. Plus de 500 familles dorment ainsi à la Belle Étoile depuis plusieurs jours. J'avais ma maison bien et puis c'était pris par l'eau. C'est pourquoi j'ai placé ma tente ici. Puisqu'il y a l'inondation, on est chaque fois tombé malade, on est chaque fois pris par le pali. Nous sommes là restés, nous attendons si le gouvernement viendra peut-être à notre secours. Il y a tellement de dégâts, il y a beaucoup de maisons qui se sont écroulées dans l'eau et il y a certains là qui ont quitté leur maison. Et on a aussi des enfants là que dès que l'eau arrive, ils ne savent là où dormir. Et il y a aussi des maladies qui sont en train d'attaquer ces enfants. Et nous voulons vraiment une aide urgente. Dans cette situation de précarité, les habitants sont pourtant contraints d'effectuer de grosses dépenses journalières, puisqu'aller d'un bout à l'autre nécessite des coûts. Quand nos enfants partent à l'école, il faut d'abord monter dans la pirogue pour arriver à l'école. Nous dépensons énormément par jour. Et c'est là, comme avec l'arrivée du coronavirus et toutes les frontières sont fermées, nos activités sont aux arrêts. On a de quoi faire quoi. Ne serait-ce que pour aller payer le sucre à la boutique, il faut monter dans la pirogue et cela est payant. J'étais à la boutique pour aller acheter de l'huile pour venir préparer. On part à la boutique des fois, avec la pirogue, on paye de l'argent, parfois 100 francs, parfois 50. Et par jour, on part à la pirogue plusieurs fois. On traverse avec la pirogue pour arriver à l'école. Cette nouvelle vague d'inondations qui touche l'extrême nord ces derniers jours est une énième parmi tant d'autres. La région traversée par plusieurs fleuves a vu des digues et ponts céder au fil des années avec des répercussions sur la vie des populations.
Ces cas d'inondation et d'insécurité observés dans les villes du Cameroun sont les conséquences de la non prise en compte des contributions des populations dans l'exécution des projets publics. C'est l'un des maillons faibles des politiques publiques au Cameroun. C'est du moins ce que révèle la société civile qui note une absence d'approche inclusive dans l'élaboration et la conception des projets d'utilité publique. D'autres précisions avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. De l'exploitation manuelle des minerais à l'est du Cameroun, une activité qui se pratique dans des conditions irrégulières, quand bien même des entreprises sont agréées, les riverains et l'État ne rentrent pas toujours dans leurs droits en termes de réalisation socio-économique, de taxes, ni même de préservation de l'environnement. Il est encore assez difficile pour voir concrètement comment est-ce que ces transferts infranationaux sont opérés, parce que le dispositif au niveau du ministère des Finances ne le permettait pas encore. Le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire s'intéresse aux questions minières, mais aussi à la passation des marchés publics, entre autres. Des marchés souvent mal exécutés avec au départ des flous sur les contours de passation. Le ministère des marchés publics est en train de nous présenter une liste des projets qui n'ont pas été achevés et des entreprises qui n'ont pas respecté leur cahier de charges. Cela pose un problème. Parce qu'une fois que nous avons dressé une liste, mais on ne sait pas que deviennent effectivement ces entreprises par la suite. Bien évidemment, il y en a certains qui se représentent les années suivantes parce qu'on peut manipuler les dossiers, changer de nom, et ainsi de suite. Sur l'un et l'autre sujet, la société civile est convaincue que des populations et les acteurs communautaires bien informés participent mieux à la bonne exécution et au bon suivi des projets. Je pense qu'en tant que population, nous sommes aussi interpellés parce que c'est à nous à veiller à l'application, au respect de nos intérêts. Dans le cadre des plateformes communes de travail et de collaboration, les maires, les membres des comités de développement et les chefs traditionnels œuvreront à assurer la transparence dans la conduite des projets. But recherché, la contribution à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable et donc l'amélioration des conditions de vie des populations. L'organisation et le fonctionnement d'un comité interministériel des services locaux viennent d'être définis dans un décret présidentiel. Ce comité a pour mission d'assurer la préparation et le suivi des transferts, des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées, placées sous la présidence du ministre de la décentralisation. Il est composé, entre autres, des représentants des régions, des représentants des communautés urbaines, des représentants des communes et des acteurs de la société civile. Parlons à présent de la crise sanitaire. Le Cameroun enregistre de nouveaux cas positifs de Covid-19 et de nombreux décès continuent d'être enregistrés à travers le pays. Des médecins tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt un relâchement criard des mesures barrières à travers le triangle national. D'autres précisions avec Nadine Yambou et Farel Bounia. Alors que plusieurs pays occidentaux sont confrontés à une résurgence de la maladie à coronavirus, avec à la clé de nombreuses restrictions telles que le reconfinement, au Cameroun, des médecins alertent sur le spectre d'une seconde vague virale du SARS-CoV-2 au regard de son évolution et de ses mutations inquiétantes dans le monde. Si les tests de Covid-19 datant d'au moins 3 jours sont obligatoires pour tous les passagers qui entrent et qui sortent du territoire camerounais, des médecins n'excluent pas une possible recontamination de la population vu les moyens de transmission du virus. Dans les rues, à travers le pays, le relâchement des mesures barrières est bien perceptible. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains ne sont plus d'actualité. Or, la bataille contre cette pandémie mondiale est loin d'avoir livré son verdict. Le virus continue de faire des ravages au sein de la population camerounaise si l'on s'en tient aux statistiques du ministère de la Santé publique. Sur le plan épidémiologique, au 1er novembre 2020, le Cameroun a enregistré 673 cas en 2 semaines avec 5 décès. Classée 5e région la plus touchée, le Nord-Ouest cumule 893 cas positifs avec 36 décès à la même période. La région du Nord la moins touchée totalise 197 cas et 13 décès au 21 octobre 2020. En près de 9 mois de crise sanitaire, le gouvernement
ajuste sa stratégie de riposte. Une enquête de séroprévalence est en cours dans les 10 régions du pays. Elle vise notamment à savoir si les populations ont été en contact avec le virus et mieux comprendre comment il circule au sein de la communauté. Des tests sanguins sont également effectués afin d'identifier la présence d'anticorps dirigés contre la COVID-19, précisent des médecins. Malgré la résurgence de la pandémie dans les pays étrangers ayant des liens commerciaux importants avec le Cameroun, les frontières sont ouvertes et le gouvernement insiste sur le renforcement des mesures barrières, des armes efficaces pour barrer la voie à cette pathologie. Dans le cadre de l'affaire des manifestations du 22 septembre 2020, 28 demandes d'habeas corpus ont toutes été rejetées au tribunal de grande instance du Fundi et du Mungo. Le collectif d'avocats Sylvain Swap dénonce ainsi la déshumanisation, le manque d'humanité autour des procédures pénales initiées à l'encontre des manifestants. Ils sont près de 155 placés sous mandat de détention provisoire. Ce collectif d'avocats déclare que certains prévenus ont subi des tortures physiques, d'autres dénoncent des abus d'autorité sur les biens, les avoirs et les effets mobiliers au moment des arrestations et des détentions jugées arbitraires. Les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi suite à ces dénonciations d'actes de torture physique sur les manifestants du 22 septembre 2020, dont ils sont près de 155 placés en détention provisoire selon leurs avocats. Évoquons à présent ce litige foncier dans le département du Mungo. Il oppose une famille et le maire dans l'arrondissement de Loum. Cette famille a manifesté sa colère, dénonçant une tentative d'accaparement de leurs terres qu'elles disent occupées depuis une vingtaine d'années. Faux, retorque le maire, qui estime que cette famille brandit des documents qui ne leur permettent pas de s'approprier l'espace querellé. Évocation avec Jacques Molon et Julingue Nyondé. Une famille aux abois à Loum, dans le département du Mungo. Il s'agit de la famille Lagoué. Elle proteste contre une tentative d'accaparement de leur terrain. Elle affirme détenir tous les documents lui permettant de jouir de ce bien. Un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines. Face à la sourde oreille du maire de la ville, la famille est descendue dans la rue, munie des pancartes, pour contester ce qu'elle qualifie d'abus de l'autorité municipale. Le même Bomnan, aujourd'hui 20 ans, qui nous a offert ce terrain parce que nous siégeons chez un particulier. Le maire a eu pitié de nous essayer ce terrain. Et nous avons toujours payé le papier pour le titre foncier. On était surpris un jour où on a porté une plainte à la mairie, disant que le terrain ne nous appartient pas. On a rencontré les agents de la mairie, on a causé, on nous a donné gain de cause, que le terrain nous appartient. À quelques jours, le maire est revenu sur le terrain, casser tout, casser la barrière, les papins, détruire tout ce qu'on avait sur le terrain. Nous avons saisi le sous-préfet, nous avons saisi le préfet. Vous étiez là dernièrement et vous avez su de quoi il était question. Et il vient maintenant prendre le terrain au compte de qui? Donc, nous venons seulement lui dire qu'il sache que le terrain ne l'appartient pas. Il défend maintenant au compte de Bénin ou à son compte personnel. Joint au téléphone, le maire donne sa version des faits et remet en cause l'authenticité des documents brandis par les plaignants. Vous dites qu'il présente les documents, donc tout le monde qui présente les documents, tu es sûr que ce document est vrai. Et dit une chose que je ne peux pas, les discussions qui n'ont pas de sens. On vous a dit que le fait qu'on manifeste partout, là, tu as vu qui est mort par rapport à ça. Et je n'ai pas le temps par rapport à ça. Cet arrêté là, c'est un faux arrêté. Mais la famille Lagoué ne compte pas lâcher prise. Ce litige foncier risque d'être porté devant les juridictions compétentes pour arbitrage. Cap à présent aux États-Unis où les partisans de Joe Biden continuent de célébrer sa victoire à la dernière élection présidentielle américaine. Évocation avec nos envoyés spéciaux Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayou à Washington. Le verdict tant attendu de l'élection présidentielle américaine est enfin tombé. Le candidat démocrate Joe Biden devient le 46e président des États-Unis.
Après l'annonce des résultats, des centaines d'Américains ont convergé vers la Maison-Blanche pour laisser exprimer leur joie. Ambiance. C'est incroyable de voir une femme noire élue vice-présidente aux États-Unis. C'est si émouvant de voir les Américains sortir tous ensemble pour fêter cette victoire et nous espérons le meilleur pour le futur. C'est incroyable de voir tous ces gens sortir pour venir célébrer la démocratie chère à notre pays. J'espère une transition pacifique du pouvoir comme l'exige notre tradition. Nous attendons de lui premièrement qu'il baisse les tensions dans le pays et puisse réunir les Américains. Nous ne pourrons rien accomplir si tout le monde se bat contre tout le monde, comme cela a été le cas durant ces 4 dernières années. Un sens de satisfaction, mais aussi de fierté d'avoir choisi un nouveau président qui va certainement apporter un peu de sanité, un peu de propreté, un peu de calme dans les affaires publiques, mais surtout aider à la réconciliation et à reconstruire le tissu national qui est bien à mal. C'est un moment de diversité dans notre pays. J'ai toujours voulu d'un président qui pourra réunir tout le monde. Our 46th president, Biden, he just, went like 306. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre candidat Biden comme 46e président des États-Unis. Le monde entier est en fête. L'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Sud, mais aussi le Bangladesh et l'Inde. Nous sommes ici pour demander à Trump de quitter la Maison-Blanche. Biden, il est en route. Out of Washington, we leave Washington out of Donald Trump. Biden is coming. Donald Trump out of go home. Go home. Thank you. Thank you. Et nous avons demandé leurs impressions après l'élection historique de Kamala Harris, première femme noire à occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. C'est quelque chose de magnifique. C'est un événement qui aurait dû se produire bien plus avant. Mais bon, je suis content d'en être témoin aujourd'hui. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir un jour dire à mes enfants qu'une femme noire, d'une famille originaire d'Asie du Sud-Est, a pu occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. Je pense que c'est un grand signe et c'est un signe fort. On dirait que durant ces élections, les milléniums, comme on dit, ont eu un grand impact. Et avoir une femme noire vice-présidente, c'est vraiment quelque chose de fort. Et j'espère que ça peut être quelque chose qui instruit le public, pas seulement aux États-Unis, mais peut-être ailleurs en Afrique, au Cameroun et ailleurs, de comprendre que c'est possible de changer les choses en bien. C'est possible de faire briller son rêve. C'est possible de créer une société plus juste, une société qui s'ouvre et qui n'a pas peur de l'autre. Donc c'est une grande joie pour la communauté noire américaine aux États-Unis et par extension pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'Américains qui pensent du bien pour les États-Unis. Harris, she's good. It's first time woman in US history, vice president. L'élection de Harris comme vice-présidente aux États-Unis est formidable. Pour le peuple indien aussi, puisqu'elle a des origines indiennes. Cela montre que les minorités prennent de plus en plus de pouvoir dans ce pays. Avant, c'était Obama, aujourd'hui, c'est Harris. J'en suis très fier. Et il compte bien poursuivre les festivités jusqu'à l'investiture de Joe Biden prévue pour le 20 janvier 2021. Au Cameroun, cette élection présidentielle américaine a été suivie de près et le chef de l'État, Paul Biya, a félicité le président élu américain Joe Biden et l'a assuré de sa disponibilité à travailler pour renforcer les excellentes relations bilatérales entre Washington et Yaoundé. Mais qu'est-ce qui pourrait bien changer dès l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir d'ici janvier 2021? Je vous propose de suivre l'analyste politique Joseph Léangoula qui scrute déjà les relations bilatérales entre Washington et Yaoundé sur fond de tensions politiques mais également de partenariats économiques très poussés. Revanche se montre très optimiste et voit dans l'élection de Joe Biden un signe du renouveau de la politique africaine des États-Unis. Un renouveau qui serait d'abord visible dans les rapports que le président américain entretiendrait avec l'Afrique,
Joe Biden a promis d'engager une relation respectueuse avec le continent, une manière de prendre ses distances avec son prédécesseur, dont la relation avec le continent oscillait entre méconnaissance, indifférence et mépris. Le renouveau sera également perceptible dans le rapport aux diasporas africaines. Joe Biden a promis justement d'améliorer les conditions de ces diasporas qui a été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Il prévoit également de lever le travel ban qui avait été instauré par Donald Trump, notamment pour limiter les visas à certains États comme le Nigeria, la Somalie, mais aussi le Soudan. Et puis, plusieurs personnes estiment qu'en raison de la forte présence dans l'équipe de Joe Biden d'anciens conseillers Afrique de Barack Obama, il est possible qu'on assiste effectivement à la poursuite des politiques qui avaient été initiées par Barack Obama en son temps, notamment le programme Africa Power, destiné à électrifier davantage l'Afrique, le programme YALI, Young Africa Leadership Initiative, qui visait notamment à construire, à dynamiser un leadership jeune sur le continent. Il est probable que des conseillers comme Susan Rice, Anthony Blinken ou encore Nicola Burns ou Michelle Gavin poursuivent effectivement ces initiatives qui avaient été engagées par le prédécesseur Barack Obama. Sur le terrain de la démocratie et des droits de l'homme, il est également possible que le camp des démocrates en Afrique se renforce avec le soutien américain parce que l'électorat américain, l'électorat démocrate en tout cas, est très sensible à cette question. Joe Biden lui-même s'est engagé effectivement à restaurer le leadership américain sur ces questions de valeur. Donc il est possible qu'on assiste à une offensive des Américains sur les questions politiques qui aujourd'hui sont au cœur du débat sur le continent, la question des troisième mandats, la question de la restriction des espaces de liberté. C'est des enjeux sur lesquels l'Amérique effectivement entend jouer un rôle nouveau. Joseph Leyangola, analyste politique qui scrute le futur des relations entre Washington, Yaoundé et d'autres pays africains. En bref, à présent, ces images des lions indomptables au Cameroun, au stade annexe Omnisport de Douala, séance d'entraînement à huis clos, partiellement ouverte à la presse, mais sans interview, pour cause de respect des mesures barrières. Selon le Team Press Officer, ils sont déjà 7 lions indomptables dans la tanière. Le gros des troupes étant attendu pour les prochains jours. Un rassemblement dans la perspective de la confrontation entre les lions indomptables et leurs adversaires du Mozambique, un match qui va se jouer d'abord le 12 novembre ici au Cameroun et ensuite le 13 novembre prochain, match éliminatoire pour la CAN 2022, les Lions qui ont assisté à une séance d'entraînement à huis clos partiellement ouverte à la presse camerounaise. Une légende du football mondial et ancien capitaine des Lions indomptables a posé un acte d'humilité qui marque les esprits au Cameroun. Samuel Eto'o-Fils, victime d'un accident de la circulation ce week-end, a retrouvé l'auteur de cet accident dans un commissariat. Il s'est assis à même le sol pour discuter avec ce chauffeur incriminé. Ensuite, il a retiré sa plainte et conseillé à ce chauffeur d'être plus prudent sur la route. Les images amateurs de cette scène de Samuel Eto'o-Fils assis à même le sol, discutant avec le chauffeur d'un véhicule responsable de l'accident dans lequel il a failli perdre la vie, mais qu'il en est sorti indemne. Il a posé un acte d'humilité qui a été salué par de nombreux Camerounais sur les réseaux sociaux et à travers le pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Joseph Betty-Assommo, ministre de la Défense, sur instruction du président de la République, est dans le sud-ouest Cameroun. Il y a effectué une visite d'abord de réconfort
aux familles des victimes des massacres survenus à Kumba. Il a également annoncé qu'il y aura un renforcement de l'opération militaire sur le théâtre de la crise anglophone. Il a également encouragé les soldats camerounais à continuer de redoubler de vigilance face aux terroristes, a-t-il indiqué durant sa tournée dans la région du Sud-Ouest. Également demandé l'implication de toutes les populations afin de dénoncer les auteurs de ces exactions et autres cas de violence meurtrière dans les régions en proie à une guerre depuis près de 4 ans. Sajala. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui n'en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Sajala. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Et qui n'en soit. Qui n'en soit, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Charles Ndikam, Baristan Kamoualimen, l'honorable Samuel Maud et Maître Augustin Gueffak. Maître Augustin Gueffak, la visite du ministre de la Défense intervient après que le Sud-Ouest ait beaucoup fait parler de lui ces derniers jours en rapport avec la crise anglophone. Kumba, les élèves de Limbé qui sont d'une école qui sont dénudés. Et il y a le dernier acte en date, c'est l'assassinat d'un chef de 3e degré. Oui, c'est Jalin. Ce qui me marque là-bas, c'est l'habillement de ceux qui accompagnent le ministre. Chacun a peur d'y laisser sa peau. Ça, c'est le premier réflexe parce que tous les enfants dans les maisons vont dire mais pourquoi ceux-là portent les contreplaqués? Chacun a peur de mourir. Chacun a peur, tellement peur de mourir, et le ministre avec. C'est pourquoi il est si entouré pour rendre visite aux sinistrés qui malheureusement ne sont pas protégés. Alors j'espère que pour une fois, il a vu vraiment les vrais blessés et il compatit. Et quand il va retourner, je sais qu'il travaille trop. Je ne veux pas dire qu'il est le meilleur d'entre eux. Il aura le courage d'insister afin que la solution politique soit enfin donnée à cette guerre. Parce que, au regard du thème, je pense que si c'était une guerre qui opposait l'armée républicaine au peuple du Nord-Ouest, le thème d'aujourd'hui démontre que c'est le peuple du Nord-Ouest qui s'entretue. Alors, est-ce que le voisin, qui est l'armée républicaine, qui a déjà fait presque tout ce qu'elle devait faire, est-ce qu'elle peut accompagner ce peuple à changer de méthode? C'est tout mon problème. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour amener ce peuple qui s'entretue à changer de méthode. La guerre n'est pas la solution. Et s'il y a des penseurs qui peuvent accompagner, ils doivent abolir sous quelque forme, sous toutes les formes, l'expression guerre. Négocions, comprenons-les, évitons qu'il ne reste plus qu'une seule personne dans cette zone afin qu'on engage le dialogue. Merci. Voilà. Honorablement, le communiqué du ministre de la Défense est clair. Sur instruction du président de la République, il va là-bas pour faire le point sur les opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre. On a vu dans la région voisine du Nord-Ouest, l'opération Bamenda Clean, il y a un problème pour le Sud-Ouest par rapport aux événements que j'ai cités, Kumba, Limbé et le chef qui est assassiné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Sud-Ouest, on a comme l'impression que on peut prendre la même décision de ce côté-là? Non, c'est une préoccupation permanente. De temps en temps, il peut y avoir peut-être des modifications du champ opérationnel, mais c'est une préoccupation permanente. Effectivement, la recrudescence des crimes crapuleux que nous constatons, effectivement, c'est peut-être un élément déclencheur. Une recrudescence est un élément déclencheur de l'ensemble des mouvements que nous. Pourquoi le ministre se déplace en personne? Oui, non, mais bon,
je crois qu'il n'est pas à son premier déplacement dans la zone. Là, il est effectivement parti peut-être pour requinquer le moral des gens qui sont au front, mais également pour pouvoir montrer également aux gens qui sont dans une situation d'égarement là aujourd'hui que de toute façon l'État ne lâchera pas prise. Et puis également, l'autre chose également, c'est aussi pour assurer. C'est pour ça, effectivement, Maître Ngefagé, de temps en temps, envie de le saluer, mais... vous avez seulement envie, de temps en temps? Non, de temps en temps, j'ai envie de le saluer, mais tout de suite, il rechute. Lorsque vous êtes effectivement dans un convoi comme celui-là, vous savez, en fait, le ministre, c'est une cible privilégiée. Oui. De même que lorsque j'ai entendu il y a quelques semaines que les préfets, les sous-préfets se barricadaient alors qu'ils demandaient aux gens de vaquer à leur occupation personnelle, c'est pas effectivement tout le monde n'a pas envie, mais personne n'a envie de mourir. Mais le fait effectivement qu'ils soient des cibles privilégiées fait qu'on prend à leur corps défendant, même dans un certain nombre de cas, des mesures de protection qui fait qu'il ne faut pas qu'ils soient. Parce que vous imaginez bien, là on a tué, évidemment, là aussi c'est lui qui a dit des personnalités qui sont décédées. Vous imaginez bien le ministre en train de l'exposer. Ce serait effectivement une très grande réjouissance pour ces gens-là de dire effectivement pour la première fois nous avons mis à mal la République en tuant un des ministres. Et c'est pour cette raison-là que ces précautions sont prises. Mais encore une dernière fois, je souhaiterais que de manière unanime, en ce qui concerne l'ensemble des problèmes qui sont soulevés dans le nord et au sud-ouest, que l'on essaie de revenir à la raison et aux méthodes républicaines. Tout à l'heure, là, il nous a ébauché effectivement un processus de traitement des conflits qui vont de la négociation à la justice. Vous ne trouverez nulle part une place qui est réservée à la guerre. Et lorsqu'il y a donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On négocie au moins, non? Non, parmi les solutions effectivement que l'État se donne, il y a effectivement la négociation, il y a également de l'arbitrage auquel doit se soumettre tout le monde. Honorable Maud, vous qui êtes pas loin du Sérail, où est-ce qu'on en est avec ce qu'on a commencé à voir en mai dernier, c'est-à-dire le rapprochement entre le pouvoir de Yaoundé et certains leaders sécessionnistes? Où est-ce qu'on en est? Mais effectivement, c'est la critique qu'on a formulée souvent à notre endroit en disant, quand on discute avec qui? Oui. Effectivement, il y a une volonté permanente du gouvernement à pouvoir trouver une solution pacifique à ce conflit-là. Dès les premières heures, effectivement... Est-ce que ça continue? Dès les premières heures, effectivement, on a commencé à négocier, mais lorsque vous n'avez pas d'interlocuteur crédible en face de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas crédible. Vous n'allez pas exposer l'ensemble des populations. Si Ayoutabé aujourd'hui prend une décision du haut de sa prison où il se trouve, vous voyez très bien qu'il va être démenti. Lui-même, dans la situation dans laquelle vous avez très bien qu'il remet en cause un certain nombre de décisions qui sont prises quand notamment il n'est pas consulté. C'est ça la difficulté, effectivement. L'idée de trouver des corps intermédiaires à l'intérieur d'une société, elle n'est pas camerounaise. Elle dit effectivement que lorsque nous sommes en situation de conflit, il faut qu'on ait des interlocuteurs valables en face, de telle manière à ce qu'on puisse trouver des points de compromis, des points d'accord pour pouvoir effectivement essayer de décanter un certain nombre de situations. Dans ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest, mais là encore je reviens à la même rengaine, on n'a pas favorisé la déviance à l'intérieur de la République parce que, à la limite, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et Machiavel disait d'ailleurs, le meilleur moyen pour pouvoir éviter la guerre, c'est d'éviter que le désordre s'installe dans un pays. Et aujourd'hui, les gens très souvent ils mettent ça sous le coup, je ne sais pas moi, de la manifestation de liberté. Même la liberté, elle a une limite. Et lorsque vous êtes dans des États qui ont une démocratie installée, qui sont réputés comme étant des États où la manifestation de la liberté n'a pas de contrainte, vous venez trouver chaque fois quelqu'un qui sortira du bois pour pouvoir vous dire effectivement, la liberté, effectivement, on la reconnaît, mais il n'y a pas de place en cela au désordre. Parce que lorsque vous allez commencer le désordre, notamment lorsque vous l'avez cautionné, le drame en ce qui nous concerne, l'État camerounais aujourd'hui, la société camerounaise, c'est qu'à un moment donné, dans le nord et sur le sud-ouest, les gens ont perdu le sens de la raison en pensant qu'effectivement, c'était quelque chose de courte durée. Malgré toutes les sonnettes d'alarme que nous tirons à l'époque en disant un conflit quand il démarre, on sait à peu près comment il a démarré, mais on ne sait pas quand il termine. Ce conflit-là, on va le tirer sur le long terme et effectivement, s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent intervenir dans le cadre des négociations que vous avez évoquées tout à l'heure, le gouvernement est largement ouvert à les écouter. Et c'est justement parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Mais je peux vous assurer, les négociations ont eu lieu. Elles n'ont certainement pas donné les résultats que vous vous escomptez, mais également lorsque vous êtes dans une phase de négociation, n'attendez pas que l'on vous cède tout.
il y a également des limites que l'État ne peut pas s'autoriser. Voilà, et dans ce cadre-là, effectivement, puisqu'on n'a pas trouvé de solution, c'est des gens qui ont pris la guerre, les armes pour pouvoir faire la guerre. Ok. Charles Ndikam, d'abord, vous, le ministre va là-bas pour requinquer le moral, hein, on a dit, des troupes. Il est dans son rôle. Oui. Ce que je dirais, je ferais peut-être la même remarque que Maître Nguefak. Il a la chance d'être aussi bien entouré. Quand on voit donc ce déploiement, je peux comprendre également qu'un ministre, un sous-préfet, soit le symbole de la République et que pour ceux-là qui la combattent, en abattre un ou en prendre un en otage serait un haut fait d'armes. Mais je continue de dire que s'il est encore besoin qu'il soit autant entouré, c'est parce que la situation l'impose. Qu'on accepte qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes encore très loin de la quiétude et du calme et du retour à la paix. J'ai relevé dans les propos de mon copaliniste tout à l'heure qui disait qu'il y avait un problème à identifier ceux-là qui pouvaient parler au nom du peuple anglophone, si on peut l'appeler ainsi. Je rappelle que l'avant-dernière victime, même si elle n'a pas été décédée, qui est le cardinal Toumi, ainsi que d'autres, avaient proposé leurs bons offices de manière à ce que les anglophones se réunissent d'abord entre eux et désignent eux-mêmes qui est en mesure de parler pour eux. Je ne sais pas si à cette époque-là, ce n'était pas le même gouvernement, mais son ouverture, je ne l'ai pas vue. C'est l'opportunité de l'organisation qui avait été remise en cause. On a demandé tout simplement de décaler. Il y a un maire, il y a un maire, paix à son âme, parti trop tôt. Oui, le jeune homme là. Il est parti très tôt, paix à son âme. Je crois que c'est lui qui a décidé que ça ne se passerait pas chez lui. Lui déjà s'est permis de dire ça. 2 fois. Quand on parle d'opportunité, à moins que la sémantique ait changé, c'est quand même limité dans le temps. Depuis lors, il n'y a toujours pas eu d'opportunité. S'il y a pu y avoir le grand dialogue national avec notre argent, il y avait opportunité. Parce que celui qui le convoquait avait décidé qu'il devait le convoquer. C'est le lieu pour moi de continuer de me poser la question de savoir si le chef de l'État est bien avec nous, s'il est bien au fait de ce qui se passe dans le pays. Parce que la bonne décision n'est pas encore prise. Des allers-retours de M. Betty Assomo et d'autres, nous allons encore en voir beaucoup. Je crains que nous ne devions nous retrouver encore ici pour faire semblant. Parce que à la longue, ces lamentations-là et ces constats-là ne vaudront plus rien vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos concitoyens. Nous voir nous habiller en noir, faire des spéciales parce qu'il y a encore eu un crime odieux, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête. Je dis et je répète donc que... Comment ? Je viens de donner une esquisse de solution, c'est de donner la possibilité aux anglophones de se rencontrer entre eux. Je pense que personne ne contestait à l'époque et ne contestera jusqu'à aujourd'hui la probité du cardinal Toumi, pour ne citer que lui, pour citer une solution interne. Sinon, des voies de recours, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est que personne, en tout cas, ceux qui sont en charge de notre sécurité à tous. Je continue de le dire, il ne faut pas diluer les responsabilités. L'État du Cameroun n'a pas donné d'opportunité autre que lui-même, c'est-à-dire d'être juge et partie. Il va falloir à un moment donné... Bon, les régionales vont passer en décembre. Et après? And so what? And what next? C'est ça mon problème. La solution, plusieurs l'ont proposé, la médiation. Il y en a des Camerounais capables de rassurer une partie et l'autre, si on veut vraiment une sortie du conflit. Il y a eu cette esquisse, je ne sais même plus comment il faut appeler ça, de tentative avec Ayub Tabé. Ouais. On a entendu après dire que parmi ceux-là même qui étaient censés parler avec lui, au sein même du même gouvernement, de même État RDPC, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Ça a donc mené à ce à quoi ça a mené. Et j'ai souvenance d'avoir entendu quelque chose tout à l'heure. Je répète, et je pense que ces propos étaient d'Albert Zongan, qui a dit que le fait d'avoir été embastillé 9 mois au même endroit que Ayub Tabé et ses collègues leur ont permis de mieux appréhender
la Non, crise. les a rapprochés. S'il vous plaît, ne me prêtez Les pas. a rapprochés de Oui, l'état-major, mais oui. écoutez, ne serait-ce que... Mais vous êtes étonné que quand Et c'est ce qu'ils ont gagné. Et c'est ce que vous avez gagné. Oui, c'est que peut-être que moi, de vous avoir rencontré ce soir, le jour où nous devrons nous asseoir à une table, ce sera peut-être on ira peut-être plus vite que quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Et je vous rappelle que je vous rappelle, monsieur Motte, que quand on vit à 7 ou 8 dans 4 mètres carrés, le rapprochement il se fait tout seul, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc la promiscuité en question peut être appelée un rapprochement. Non, je m'exprime en français et nos compatriotes comprennent. Je doute que vous ne m'ayez pas compris. Je dis donc, ils se sont rapprochés, oui, forcés. Voilà, et ça leur a permis donc de parler, de discuter, d'échanger. Ce que même vos collègues du parti État ont tenté de faire avec Ayoub Tabé. C'est pas le rapprochement toujours. C'est quoi? On parle français. Ok. Voilà. Barrister Kamwa, Yes. on the visit of President Betty Assomo in the Southwest region. Serge, to me, it is a non-event. Non-event because it does not bring solution to the problem. What all of us want, we want solution to the problem. Going there doesn't resolve the problem. You see, there are steps. If the head of state wants this problem to be resolved within the next 3 months, this will be forgotten. And there are steps to follow. Sure. The very first is, as he rightly said, Mr. Chikam, we lost the head of the government. Honestly, lost the opportunity to allow Anglophones to meet and come up with people who can represent them. If the Honorable is saying that the government did not stop, they said the deal was not proper, the government would have still come to say, okay, you people wanted to do it. We are waiting to get those people. That was a good step that we failed, the government failed to seize. Secondly, Alain, the head of state must be humble if we have to solve the Anglophone crisis. He must be very humble. Barita, vous vous souvenez quand même aussi que le maire Patrice Ekema avait dit que rien ne se tiendra à Boya. Mais entre lui et le chef de l'État, qui est plus grande? Non. Je continue d'abord à avancer mes idées. The head of state has to be humble. It pays to be humble as a head of state. Now, he talks to his children and create a committee of people, free thinkers of goodwill, not these hand-picked CPD and people who come and say nonsense everywhere. Put them aside and pick people with integrity, people who can talk and people listen. You create a committee. The government have their panel, and the Ambazonians, they have a panel, and we talk. It is true that during discussions, the parties must be ready to sacrifice their positions. And let me tell you, if we have such a discussion, what will come out from that discussion is federalism. Because the government will not... Yes. The government will refuse that there should be cessation, oui. And then Ambazonians will refuse that there should be decentralization. And the midway is that we know it. And such, another thing the government has to do is bring accompanying measures, improve the life of those people. And you see that the discussions will go on smoothly, people will make sacrifices, and then the problem is resolved. This is not strange to this government. This is not strange to them. The real problem is the bad faith in which most of the CPT militants carry themselves. They think that with violence, with force, they can resolve this problem. It's not true. And so the minister going there, that's not the first time he's going there, does not resolve the problem. It is a political problem that has to be solved politically. Voilà, merci. On aura mot de la fin, on est arrivé au terme de l'émission. Dernier tour de table. Dernier tour de table, j'aimerais également que lorsqu'on fait un débat républicain, également que l'on prenne un peu de la hauteur, parce que
Bon, peut-être on peut également me faire les mêmes reproches. J'ai comme l'impression que chacun de nous, quand il prend la parole, il a envie absolument de défendre. Il a un parti pris, il est partant. La All Anglophone Conference, quand je parle de problème d'opportunité, on voyait très bien, c'était clair. Ça paraissait comme le nez sur une figure que l'objectif d'une conférence comme celle-là, c'était effectivement de dire qu'on doit organiser l'élection présidentielle. Et après, effectivement, qu'une fois que cette élection présidentielle est passée, même les principaux initiateurs se sont dégonflés. Et c'est pour cette raison-là que j'ai parlé effectivement d'opportunité. Mais pensez également que dans le cadre des mouvements que nous observons dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est possible... Assez rapidement, on va aller au sport. Ah mince, il est possible de mettre en jugement un État qui essaie de défendre l'intégrité territoriale, ça me pose quand même un problème. Mais pour terminer sur les problèmes effectivement de rapprochement, lorsqu'on a des points de vue divergents, là quand je dis Maître Kamau, vous avez un parti pris partant. Le jour où il appartiendra au gouvernement, à l'État camerounais de parler des problèmes de fédéralisme, notamment, puis c'est ça que vous semblez évoquer. On demandera à l'ensemble de tous les citoyens, on demanderait pas seulement à une partie du pays. Ok, merci. Il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre. Au menu de 100% foot ce soir. Bonsoir Serge Alain, alors que vous nous avez rejoints dans le club des personnes qui portent des lunettes médicales, nous parlerons des clubs de football ce soir, ces clubs de football qui ne savent plus à quel sens se vouer, notamment leurs principaux acteurs que sont les joueurs. Ils crient leur colère. Ils ont tenu une rencontre à Yaoundé sous la houlette du Sinafoc. Les footballeurs demandent à la Fédération camerounaise de football et à la Ligue professionnelle du Cameroun de trouver le juste milieu pour que reprennent les championnats. Alors que le CHAN se rapproche à grands pas, la FECAFOOT qui avait programmé le début de sa saison demain mardi a décidé de reporter le coup d'envoi de cette première journée officiellement à la demande des clubs qui vont prendre part donc à ce championnat. Mais on sait également que ce lundi, il y a une rencontre qui était programmée, initiée par la FIFA qui en visioconférence devait avoir la LFPC, la Fédération camerounaise de football et les clubs dissidents pour trouver sans doute des solutions de sortie de crise. Toujours a-t-il dit que le championnat n'a pas encore repris, on ne sait pas encore quand ça reprendra. Les Lions d'Ontable, eux, sont dans la ville de Douala. Ils ont tenu leur première séance d'entraînement cet après-midi au stade de la Réunification. Le Cameroun affrontera en match de la 3e journée éliminatoire de la CAN 2022 le 12 novembre prochain au stade de la Réunification, l'équipe du Mozambique. Voilà, tout à l'heure, tout ceci sera développé dans 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. On va terminer avec vous rapidement, chacun 30 secondes. D'abord Charles Ndikam. Je le constate pour le déplorer. Mon appel et ceux de nombreux autres Camerounais à ce que le président de la République prenne des mesures fortes semble jusqu'aujourd'hui soit ne pas lui être parvenu, soit qu'il ait décidé de rester sur sa posture actuelle. On parle souvent du temps du président. Oui, mais il y a le temps de la mort entre-temps. Voilà. Je pense que le temps de la mort doit être privilégié sur son temps à lui. D'autant plus que si moi je pense que je ne connais pas ni le jour ni l'heure, lui qui en a 25 de plus que moi, il ne connaît pas non plus le jour ni l'heure, ça peut être plus tôt que moi, si c'est dans l'ordre des choses. Je pense, je continue, je persiste à dire que il faut qu'il écoute tous les Camerounais et pas que sa famille politique, qu'il convoque la société civile, tous les politiques, les gens représentatifs de ce pays, de l'ensemble de ce pays, et pas l'illusion que donne et fait le RDPC. Et qu'ensemble, ils trouvent les solutions pour sortir de cette crise, parce que trop, c'est trop. Merci. Maître Ngefat. Oui, Serge Alain, en deux mots, les solutions, ou bien la solution pour régler la crise dans le Nozo, elle appartient au gouvernement, et lequel gouvernement est scindé en deux. Il y a les adeptes de la guerre, et puis il y a les adeptes de la négociation. Pour l'heure, tout le monde le voit. Ce sont les faucons. Les adeptes de la guerre sont aux commandes, et c'est la guerre. Il ne s'est pas si un jour, les adeptes de la négociation passeront devant. Il n'y a qu'une seule personne pour trancher, c'est le président de la République. S'il laisse faire, il sait pourquoi. Ce n'est pas un enfant, comme on dit au quartier, c'est lui qui gère. Okay. Bernstein Kamwa. Yeah, Alain, I will end here by telling the Ambazonians or whoever is doing the killing that I don't see how killing those people promote or help them attain the objectives.
And I just pray that we should be reasonable. We should come to reasoning to stop this killing, and think that we can come up with a solution to this crisis, while equally calling on the head of state to take the necessary steps to sort out this Amazonian crisis. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine d'Equinox Soir. On se retrouve demain. Toute l'équipe conduite par Innocent Abega vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour le deuxième numéro de la semaine d'Equinox Soir. Bonsoir, Bandoumla.